Ça se passe toujours comme ça. Il faut poireauter tête en l'air, parfois plus d'1 heure, au point de risquer le torticolis, et tout ça pour la voir, elle. Chaque jour, 30 000 touristes venus des 4 coins de la planète se bousculent pour obtenir le précieux sésame qui va leur ouvrir les portes du plus célèbre des monuments de France. Escalier pour les sportifs ou ascenseur, tous les moyens sont bons pour monter au ciel. Direction le 3e et dernier étage. Après l'effort, la récompense. La vue imprenable sur Paris, à 309 mètres d'altitude, et puis l'incontournable photo pour immortaliser la visite. Au passage, petit coucou à Gustave Eiffel, le papa de la tour. 5 minutes plus tard, tout le monde redescend. Le spectacle est terminé, mais avant de retrouver la terre ferme, pas question de repartir sans son petit bout de tour Eiffel. And so wonderful Okay. tour de Eiffel, of course. Et ça, c'est quoi? Eiffel. Eiffel Tower. Des pattes en forme de tour Eiffel. Okay. These little guys. C'est quoi? Oh, it is a rivet, a replica of a rivet that they use for the building. Why was it Pourquoi c'est important pour vous d'acheter ces souvenirs? Because my brother asked me. Gift for my friends. On doit avoir un souvenir d'être ici. Avec ses 7 millions de visiteurs par an, la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité de la planète. La Dame de Fer, un site touristique en or, et surtout, l'icône de la France à travers le monde. Cette image prestigieuse est tombée dans le domaine public il y a plus d'1 siècle. Résultat, n'importe qui peut gratuitement l'exploiter à des fins commerciales. Alors, quels sont ceux qui ramassent aujourd'hui le pactole de la marque Tour Eiffel? Les premiers à se disputer ce trésor, ce sont les marchands de souvenirs. Josette Michel, 20 ans de Tour Eiffel, arpente comme chaque jour le monument. C'est elle qui dirige les 8 boutiques de souvenirs disséminées à chacun des étages. Elles sont gérées par Relais H. Là, vous avez une première boutique que nous, on surnomme la boutique Chaillot, parce qu'elle est face au palais de Chaillot. Ah d'accord. Ensuite, un petit peu plus loin, vous avez une deuxième boutique que l'on a surnommée Paris, parce qu'elle fait face au centre de Paris. Des boutiques prises d'assaut de 10h du matin jusqu'à minuit. On va essayer de s'approcher. Elles sont minuscules, 10 à 20 mètres carrés grand maximum. En rayon, des flopées de babioles kitsch et pas très chères. Et pourtant, il s'agit d'une mine d'or. Ça, c'est des pièces de monnaie, de collection. C'est notre best. Ah bon? Ouais, on en vend à peu près 100 000 par an. 100 000 par an. Oui. Ah ouais, déjà un petit prix, donc c'est Petit abordable. prix, c'est abordable. On peut en ramener 4 ou 5 pour toute la famille. On a ça. Ces petits porte-clés. Le porte-clés à 2 €, encore un best-seller. Il s'en vend 100 000 par an. Excusez-moi. Alors, Ce voilà, modèle de c'est- boule de neige, un classique, pas moins de 10 000 écoulés par an. Cette réplique de Tour Eiffel, c'est 15 000 exemplaires. Les cartes postales, jamais moins de 900 000 vendues chaque année. Le moindre article s'écoule en quantité industrielle. Avec moins de 140 mètres carrés de surface de vente, les 8 boutiques de la Tour Eiffel affichent un des mètres carrés les plus rentables de la capitale. Mais sur la tour, pour exploiter cette mine d'or, une rigueur quasi militaire s'impose. Josette et ses équipes sont sur le pied de guerre dès 6 h du matin. Là, il y a des tas de petites miniatures, de cartes postales qui vont être mises dans les boutiques qui attendent les touristes. Sous ses ordres, une quinzaine d'employés s'activent à tous les étages de la tour. Leur mission, déballer vitesse grand V en moins de 2 heures une centaine de colis.
On est pris par le temps parce qu'on a des heures d'ouverture à respecter. Donc quand vous avez énormément de marchandises, il faut que tout soit mis en place pour 9h30 ou 9h selon comment on ouvre la tour. La principale raison de ces grandes manœuvres, c'est le manque de place. Sur le monument, chaque mètre carré est précieux. Impossible pour Josette d'avoir des réserves où stocker sa marchandise. Si par exemple, je sais pas, une quantité industrielle de Chinois ou de Japonais vient nous acheter chacun 10 petites tours comme ça, une fois qu'on a vendu ça, on n'a plus rien. On n'a plus de stock. Donc on est bien obligé d'être livré le lendemain. C'est vraiment un flux tendu, c'est clair. On n'a pas droit à trop d'erreurs, je dirais. Une erreur, ça peut aller, mais plus, c'est pas possible. Manquer d'un article, c'est rater des centaines de ventes. Et ça, c'est très mauvais pour Josette et ses troupes. Car les relais H, pour obtenir le privilège d'exploiter les boutiques de la Tour Eiffel, doivent payer une lourde concession. Selon nos estimations, entre 3 et 4 millions d'euros par an. Un loyer pour le moins conséquent, versé à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, dont le principal actionnaire est la ville de Paris. Les boutiques de la Tour Eiffel n'ont pas le droit à l'erreur, d'autant que les concurrents sont à l'affût. Parmi eux, Marc-Henri Bacqueris. Cet homme d'affaires reconverti dans le business du souvenir, lui, est installé au pied de la Dame de Fer. Il n'a pas de concession à payer à la ville de Paris, mais il a aussi plus de mal à attraper le chaland. Le touriste, il va ramener une babiole, un souvenir. C'est pas un produit de première nécessité, c'est un produit ludique, c'est un gadget. Lui ne fera aucun effort pour vous chercher, il n'a pas besoin de vous. C'est nous qui avons besoin d'eux. Alors Marc-Henri a dû trouver un moyen pour faire main basse sur les touristes de la Dame de Fer. Sa boutique se situe à plus de 500 mètres du monument. Elle possède pourtant un atout décisif. Ici, vous avez la station de métro Bir Hakeim, qui est la station de métro principale par laquelle sortent les touristes qui se dirigent vers la Tour Eiffel. À peine sortis de la station de métro, ils regardent la Tour Eiffel et ils passent sur ce trottoir. Donc devant mon magasin, si vous regardez le trottoir d'en face, il n'y a strictement personne. Parce que le touriste va du point le plus court de la station de métro à la Tour Eiffel. Si mon magasin était en face, je ferais peut-être 20% de mon chiffre, grand maximum. Une place en or donc, qui fait de Marc-Henri le deuxième plus gros vendeur de Tour Eiffel du quartier. Bonjour, ça va? Petite tournée d'inspection de l'homme d'affaires qui a l'œil sur tout. Les étagères sont bien rangées? Il manque des parfums là, tu me fais un rassort s'il te plaît? Ici, il a un petit plus comparé aux boutiques exiguës de la Tour Eiffel, l'espace. Avec 70 mètres carrés de surface, ses clients ont un choix de babioles 4 fois plus important. Et ça compte, car le goût des touristes varie en fonction de leur nationalité. Ça, c'est exclusivement pour les Espagnols. Il n'y a qu'eux qui achètent ce type de produit. Les Tours Eiffel en plastique doré, principalement pour une clientèle asiatique. Ce type de produit-là, ça se vend bien au Moyen-Orient. Ce sont des produits un petit peu dorés avec un miroir, ça correspond à leur goût. Une clientèle française va prendre de la bougie. Les Français aiment bien la bougie. Ça, pareil, ce sont des produits bleus comme ça qu'on vend plutôt en Europe de l'Est. Ils aiment bien ce type de bleu. Il a même pensé aux Américains qui ont le plus gros porte-monnaie et le goût du clinquant, avec cette dame de cristal à 800 €. Un souvenir de luxe vendu au compte-gouttes, et pour cause, le touriste à Paris dépense en moyenne moins de 8 €. Alors, Marc-Henri met le paquet sur les petits prix. Comme il n'a pas la fameuse concession à payer, il est imbattable. Sa boule de neige est à 3,50 €. La même vendue sur la Tour Eiffel est 30% plus chère. Et le porte-clés ici à 1 € est 2 fois plus cher sur la Tour. Ça va Valérie? Où tu en es au niveau des factures? Des petits prix qui rapportent, Marc-Henri est à la tête d'une société qui réalise près de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. À ses débuts, c'était pourtant loin d'être gagné. Tout commence au pied de la Grande Arche, dans le quartier des Affaires de Paris. C'est là que Marc-Henri débute il y a 8 ans, avec cette modeste échoppe sur le parvis de la Défense. À l'époque,
Son idée, c'est de vendre des souvenirs de la Grande Arche. On avait fait toute une gamme de sweatshirts, hein, de t-shirts. Il mise tout sur ce nouveau monument de Paris. Il va même en créer une réplique. Voilà par exemple la Grande Arche de la Défense. Mais c'est un échec. Les touristes de la Grande Arche boudent ce souvenir. C'est un produit qu'on a commencé à vendre, mais on a vite remplacé nos produits La Défense par des produits Tour Eiffel. Et là, ça marche. Ces Tours Eiffel se vendent tellement bien que l'homme d'affaires décide d'ouvrir d'autres boutiques. Son idée, quadriller la ville, être là où vont les touristes. À côté de la Dame de Fer, bien sûr, mais aussi à Notre-Dame, au Sacré-Cœur et même au château de Versailles. Où que soient les touristes, 8 fois sur 10, le champion des ventes, c'est la Tour Eiffel. Le touriste, il va tourner dans Paris, il va tout visiter. Il va aller au Moulin Rouge, il va aller à Montparnasse, il va faire tous les lieux touristiques de Paris. Il ne peut pas emporter un souvenir de chaque endroit. Donc il achète le symbole de ses vacances, qui est la Tour Eiffel. À Paris, vous dites pas, je suis allé à Paris, j'ai visité l'Arc de Triomphe. Bonjour. Bonjour, c'est moi-même. Ouais. D'accord. Venez dans mon bureau. Cet après-midi-là, le petit roi du souvenir reçoit un fabricant. Alors c'est pour les nouveaux produits? Oui, c'est bien ça. Très bien. Marc-Henri est très courtisé. Voilà, installez-vous. Thierry, tu veux bien nous rejoindre? Le petit fabricant joue gros. Tous les jours, de nouveaux fournisseurs tentent de se faire référencer. Alors, pas facile de convaincre Marc-Henri et son bras droit. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter? Des porte-clés. Très bien. Alors, c'est les produits dont vous m'avez parlé au téléphone, ça. Hein? Oui. Du porte-clés Tour Eiffel un peu tape à l'œil, ça devrait séduire Marc-Henri. Doré, ça veut dire quoi? Mais voilà, très vite, ça se corse pour le fabricant. Moi, je vous arrête tout de suite. Il y a des petites choses qui me vont pas, là. Au premier regard, la chaîne va pas. La couleur de la chaîne n'est pas assortie. S'il veut vendre son porte-clés, il faut en changer. Mais ce n'est pas tout. Le bras droit de Marc-Henri repère un défaut beaucoup plus gênant. La Tour Eiffel, il faut qu'elle soit dans son ensemble. Hein. D'accord, je vois. Avec les pieds, on voit bien la Tour Eiffel. Moi, j'aimerais bien qu'on note ça sur un cahier des charges. Hein. La Tour Eiffel, on la vend dans son entier. Et là, en voyant le produit, il est très joli. Il a un tout petit défaut, c'est le Paris, il fait joli. Le seul souci, c'est que ça coupe la Tour Eiffel. Le touriste, le Chilien, le Hongrois, le Polonais, le Colombien qui vient en France, il veut ce qu'il a vu. Il a vu une Tour Eiffel en métal comme ça, il veut la reproduction exacte du produit. Le fabricant va revoir sa copie, mais Marc-Henri est intéressé. Alors, les quantités et les prix. Bah, c'est à vous de voir. Le prix, c'est 1,50 € pour chaque. Le prix d'un 50 ne me convient pas. Ouais, je trouve ça un peu... Vu le fait que vous avez plusieurs points de vente, là, on peut négocier. Mais en sachant qu'il faut commander plusieurs. On va se baser sur 5000. 5000 par couleur. pièces. Le total par couleur. Par couleur. Quel prix? Donc 1,30 €. Dans ces cas-là, à cette quantité-là, je vais proposer 1,30 €. Enfin, c'est le... Alors, moi, je vais vous proposer autre chose. Pour une première commande, une première livraison, oui. On va se baser sur 1,30 €. Je les mets en test. Si le produit ne correspond pas à l'attente de la clientèle, vous reprenez votre marchandise. Ok. Affaire conclue. Marc-Henri vient de négocier 20 000 porte-clés à un prix défiant toute concurrence. Des souvenirs qu'il vendra à environ 3 € dans ses boutiques. Mais comment son fournisseur peut lui vendre ce porte-clés pour seulement 1,30 €? La question provoque un certain malaise. C'est fabriqué où? Ça vient d'où? C'est fabriqué, enfin, avec la mondialisation de nos jours, bien sûr, on ne les fait pas dans l'espace européen, on le fait ailleurs. Enfin, il y a des coûts qui sont moins chers, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Monsieur Nitu a du mal à le sortir. Tous les produits. Moi, j'en ai pas honte. Moi, j'en ai pas honte. Moi, j'en ai pas honte. Tous nos produits viennent de Chine. La quasi-totalité de nos produits viennent de Chine. Donc, j'ai pas honte. Pourquoi? Parce que ça serait impossible de fabriquer un produit plaqué argent ou plaqué or à un prix d'achat d'€1, 1,20 €. Aujourd'hui, c'est pas possible. Techniquement, personne n'est capable de le faire. Et oui, comme dans bien d'autres industries, c'est en Asie
que la majorité des fabricants vont produire leurs souvenirs du monument le plus célèbre de France. Premier producteur mondial, la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine qui débite du souvenir à la chaîne. D'autres pays, comme la Thaïlande, sont sur le créneau, car fabriquer ces babioles, ce n'est pas aussi simple que ça. À près de 10 000 km de Paris, Bangkok, capitale de la Thaïlande. Ses gratte-ciels et ses temples bouddhistes à chaque coin de rue. Bangkok, plaque tournante du tourisme en Asie du Sud-Est, surnommée la Venise de l'Asie. La visite incontournable, c'est sur le Chao Phraya qui traverse la ville, avec ses dédales de canaux, ses palais traditionnels, ses maisons sur pilotis et ses inévitables vendeurs à la sauvette de souvenirs à l'affût du moindre touriste. Mais cette fois, notre vendeur n'a pas affaire à n'importe quel touriste. L'homme qui parle couramment le thaï et négocie un petit Bouddha, c'est un Français. Il s'appelle Pierre Lasquier. Je l'ai payé 130 bahts, 2,70 €. Le Français a le sens des affaires et l'œil de l'expert. Bon souvenir ou Camelot, il fait tout de suite la différence. En fait, pas de très bonne qualité, on voit les petits trous. Il faut encourager l'achat de souvenirs. Si j'achète moi à Bangkok, ils achèteront eux à Paris. Il ne plaisante qu'à moitié. Sur Paris, Pierre fait partie des gros fournisseurs de souvenirs Tour Eiffel. S'il vient presque tous les mois en Thaïlande, ce n'est pas pour se la couler douce. Direction la banlieue de Bangkok. Pierre est en compagnie de son associé Daniel, un ancien trader à la bourse. Les deux Français se sont lancés dans l'aventure de la Tour Eiffel il y a 10 ans. À Bangkok, ils dénichent alors une des meilleures usines de souvenirs dans la région. Leur perle rare, elle se trouve dans cette zone industrielle, mais son adresse, ils préfèrent qu'elle reste confidentielle. Cette petite qualité en plus qu'on a en venant faire dans cette usine par rapport aux gros mastodontes chinois, ben ça on aimerait bien quand même garder ce petit truc en plus, ce petit secret de grand-mère. La spécialité de cette discrète usine, les souvenirs en résine. Pierre et Daniel y sont reçus avec tous les honneurs par les propriétaires. Alors on va mettre des masques. Des masques pour la poussière. La patronne est aux petits soins. Il faut dire que les deux Français font partie de ses principaux clients. C'est ici qu'ils font fabriquer chaque mois plusieurs dizaines de milliers de boules de neige, assiettes décoratives ou magnets à l'effigie de la Tour Eiffel. Au départ, tout commence avec ce four. Le futur bibelot en résine y passe une petite demi-heure avant d'être démoulé. Voilà la naissance de la boule de neige. Difficile à imaginer, mais c'est bien cette drôle de carcasse blanchâtre qui va devenir à la finale une authentique boule de neige. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord que des dizaines d'ouvrières s'appliquent pour décorer chacun de ces bibelots avec la plus grande minutie. Là, ça, c'est franchement incroyable. Et on voit le temps qu'elle met à faire son tronc d'arbre. Elle le fait avec précision, il est bien fait. Et à la fin, ça fait la différence entre une assiette, une boule de neige, enfin un objet bien fini ou mal fini. On ne s'imagine pas du travail de fourmi. Un travail de fourmi, c'est le cas de le dire. Il y a une ouvrière pour chaque couleur, pour chaque détail, d'une boule de neige ou d'une assiette décorative. Mais on ne fait pas que de la Tour Eiffel ici. Grèce, Italie, Allemagne ou encore les Pays-Bas font appel au savoir-faire thaïlandais.
Les ouvrières de l'usine, bien évidemment, n'ont jamais eu les moyens de s'offrir un voyage à Paris et pourtant, elles semblent très bien renseignées. Je sais qu'il y a des boutiques de souvenirs au premier et au deuxième étage de la Tour Eiffel. Et je sais que c'est là que se retrouvent les souvenirs que nous faisons. Dans cette usine, on fabrique des souvenirs pour le monde entier. Mais c'est le monument français qui remporte la plupart des suffrages. C'est important quand les gens voyagent à Paris qu'ils ramènent de beaux souvenirs. D'une certaine manière, c'est un peu comme si nous étions, avec nos objets, la mémoire de votre pays. Une mémoire à prix cassé. Chaque ouvrière gagne en moyenne 160 € par mois. Un bon salaire pour ce pays, c'est le double du SMIC thaïlandais. Kunsuvalak is this green inside. I'm not sure whether it's a good idea or not. Ces artisans minutieux sont un peu plus chers que la Chine, mais Pierre et Daniel sont sûrs d'y trouver leur compte. C'est pas parce que c'est un petit souvenir, une petite poupouille comme on dit, que les gens ne font pas attention à la qualité. On a déjà vu des produits qui se vendaient 2 fois mieux, 100% mieux, parce que la qualité était de façon évidente meilleure. Retour à Paris. Sur le marché ultra concurrentiel du souvenir, Pierre et Daniel n'ont d'autre choix que d'inventer en permanence de nouveaux produits. C'est en banlieue parisienne que les deux compères ont leur quartier général. Un entrepôt où ils élaborent leurs trouvailles. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, on y trouve de tout, même le plus inattendu des souvenirs. Un peu de mal. Voilà. C'est un produit qui joue la Marseillaise. Donc. Un stylo qui s'allume et qui joue la Marseillaise en même temps. Un stylo musical, c'est une bonne idée, mais ça ne suffit pas. Pour que ça soit un bon produit souvenir, eh bien, il y a la Tour Eiffel, il y a le mot Paris. Voilà. On s'est permis d'en envoyer une dizaine à Jacques Chirac. On ne sait pas ce qu'il en fait, peut-être. Mais il nous a envoyé une lettre de remerciement. Il nous a envoyé une lettre de remerciement. Avec un peu de chance, il signe ses contrats internationaux avec. La recette magique des deux laborantins, décliner l'image de la Tour Eiffel avec à peu près tous les objets qui leur passent par la tête. Un ventilo Tour Eiffel, le miroir de poche, du briquet lumineux, un sac à main avec pendentif pour madame ou des balles de golf pour monsieur. Et même la peluche, avec une couleur pour chaque étage, le souvenir avec lequel ils ont commencé leur carrière. On s'est dit, tiens, il n'y a pas de produit ludique pour enfants qui représente la Tour Eiffel. Comme Mickey Mouse, c'est une souris stylisée, et ben Eiffel, c'est une Tour Eiffel stylisée. C'est une Tour Eiffel personnalisée. Un best-seller qui s'écoule à 50 000 exemplaires par an. On peut même l'accrocher à son rétroviseur. Mais la Tour Eiffel gadgetisée, c'est loin d'être le jackpot à tous les coups. On voit un bain moussant dans une bouteille de champagne. On se dit, tiens, ben c'est exactement ce qu'il nous faut pour, comme souvenir de Paris. Ça, c'est vraiment un bon souvenir de Paris. Champagne, la France, c'est ce qui fait rêver encore les gens. Ça doit bien se matcher. Il suffit de mettre une Tour Eiffel et de marquer Paris. Et ben, ça va nous faire un bon souvenir de Paris. Et ben en fait, c'était un mauvais souvenir de Paris. On en avait commandé 5000 et on en a sondé 4008. C'est-à-dire on n'en a vendu aucune. Un concept sûrement trop sophistiqué pour les touristes. Résultat, 3 000 € de perte sèche. Le souvenir, c'est comme au poker. On peut multiplier sa mise de départ par 10 ou bien tout perdre. Ce matin-là, un camion arrive avec à son bord une cargaison en provenance d'Asie. Ouais, ça passe. De nouveaux souvenirs que Pierre et Daniel attendent avec impatience. Avec ces articles, ils ont l'espoir de booster leur vente d'été. Dans ces colis, 6000 pièces du dernier souvenir, nées de leur imagination
décidément intarissable. Alors, voilà, donc voici le string démon pour les envies démoniaques. Un string Tour Eiffel, il fallait y penser. C'est pour votre copine, hein, si vous le mettez, après, on n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Donc un petit diable qui entoure la Tour Eiffel et toujours évidemment bien sûr le Paris. Alors là le Paris qui est un peu en gothique pour faire un peu démoniaque, le diable bien rouge. Puis là le petit ange. Donc les jeunes filles qui voudront montrer qu'elles sont allées à Paris, est-ce que ça a montré leur côté ange ou leur côté démon? Eh ben, grâce à ce string, les gens le sauront. Bonjour, comment vas-tu? Alors, je t'appelle parce que donc là, les strings sont arrivés là, c'est-à-dire le ange et démon. Pas de temps à perdre. Daniel contacte leur commercial. On est déjà début juin. Alors, pour tester le string Tour Eiffel dans les boutiques parisiennes, c'est maintenant ou jamais. Je te donne un échantillon. Le lendemain matin à la première heure, l'opération String est lancée. À la manœuvre, Annie, c'est la commerciale de Pierre et Daniel. Nous sommes au Sacré-Cœur, un secteur incontournable pour Annie. Les boutiques de souvenirs pullulent. C'est le meilleur endroit pour tester son string. Bonjour. Salut. Salut Annie, comment vas-tu? Et toi? Bien. Ça va? Ouais, alors, très bien. Ça a été? Alors, les affaires? Ouais, ça a été. On a fait un bon petit week-end. Ouais. Ce commerçant possède l'une des boutiques qui marche le mieux dans le coin, alors il a besoin de munitions. Il faut pas mal de choses en fait. Au Sacré-Cœur, comme partout à Paris, la Tour Eiffel est bien sûr omniprésente dans les rayons. Alors j'ai besoin de ces verres Tour Eiffel. Ce week-end, le commerçant a été dévalisé. Annie doit le réapprovisionner de toute urgence sur les produits qu'elle lui fournit habituellement. Ça, est-ce que tu as les cousus? J'en ai plus du tout. T'en as plus des cousus? Non, j'ai tout. On les a bien vendus, c'est dommage. Hein. Ouais, je sais. C'est très très dommage. Ça se gâte pour Annie. La commerciale passe un sale quart d'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? pas le Faut droit, jamais être en rupture. surtout Moi, dans le les client, il porte-clés. arrive, il voit une barre où il n'y a plus de porte-clés, je suis obligé de la remplir, donc je vais être obligé d'acheter ailleurs du porte-clés pour au moins la semaine, le temps qu'elle reçoive ses porte-clés. Ouais. On est obligé C'est une quelquefois grosse les vente. faire venir par avion. Et c'est ce qui va arriver là, Bruno. Hein. On va recevoir nos porte-clés par avion de façon qu'il n'y ait pas de rupture. L'Asie, c'est moins cher, mais le problème pour Annie, c'est que c'est très loin. Alors, la commerciale va tenter de se rattraper avec son souvenir fatal, le string Tour Eiffel. J'ai reçu un nouveau produit. Vas-y. C'est quoi? Vas-y, regarde. Le Best des West. Ah, très bien. L'ange et le démon. Le string. Quel prix? Comment tu... 1 euro. 1 euro. Où sont les tiens? Quelle couleur? Que noir pour l'instant. Que noir? Où sont tes strings? Taille maintenant? unique, hein. Taille unique. Taille unique, tu le mets 30 de chaque. 30 de chaque? Ouais. 1 euro pièce, le commerçant n'a même pas pris la peine de négocier. Et pour cause, il est persuadé de trouver preneur. Le string sera vendu 3 euros dans son magasin. La boule de neige, c'est un peu dépassé. Ça y est, Ouais. ça y est. La boule Ça de y est. neige de grand-mère, c'est un peu fini, quoi. C'est pour ça que le string. Et puis bon, on a beaucoup de petits jeunes ici qui viennent, de touristes, beaucoup adore. d'Européens, de l'Est et tout. Et c'est vraiment le cadeau qui est facile à acheter, facile à emporter, et 3 euros. Je vends du préservatif Paris aussi. Avec une tour Eiffel dessus? La tour Eiffel, elle est à l'intérieur. 2 fois 30 strings, ça paraît peu. Mais pour Annie, ça fait partie du jeu, cette première livraison est un test. Et si ça marche, les commandes peuvent exploser. Au Sacré-Cœur, c'est vraiment un bon point de test. Eux nous donnent vraiment la tendance, la température du produit. Alors si ça fonctionne bien, allez, on fait marcher la locomotive. Si ça fonctionne moins bien, alors on s'engage à leur reprendre le produit. Boule de neige pour grand-mère ou string pour ado, ça reste kitsch. La nouveauté, c'est que la Tour Eiffel aujourd'hui s'est branchée. Elle n'est plus la chasse gardée du business du tourisme. La Dame de Fer devient chic. Revue et corrigée par les créateurs, la tour se retrouve en bonne position dans les boutiques élégantes. Déco, literie, vaisselle, même les marques de luxe et les stylistes comme Sonia Rykiel ou Jean-Paul Gaultier réinterprètent le joyau de Gustave Eiffel. Après tout, la Tour Eiffel le vaut bien.
De nouveaux venus, un peu fashion victimes, surfent opportunément sur cette nouvelle vague. La tour Eiffel à paillettes qui scintille avec un effet holographique. Ça, c'est pour les pervenches. Ça, c'est les petites bulles. Un drôle de couple de Parisiens qui a la manie d'affubler sa voiture d'autocollants. En fait, Pierre-Yves et Sophia sont des designers. Pour eux, le monument le plus célèbre de France, c'est un filon inespéré. Nous voilà dans le Marais, typiquement le genre de quartier où l'on croise rarement des cars de touristes. Bonjour. Changement d'univers, dans cette boutique de déco branchée, on est loin du souvenir ringard et pas cher. Le couple vient livrer une dizaine de stickers géants vendus en rouleau. Histoire de taper à coup sûr dans l'œil du client sophistiqué, ils exposent leur vedette, baptisée Liberty Rose. Une tour de plus de 1 mètre, rhabillée pour l'été en rose bonbon. La tour Eiffel est devenue un objet très tendance et très très chic. Elle est élégante, elle est super classe, moi je la trouve très féminine. Reste à découper, coller, en 2 temps 3 mouvements, la tour de Monsieur Eiffel relookée devient la parfaite décoration murale pour Bobo. Et en prime, un soupçon de papillon. Je pense qu'une tour Eiffel comme ça, on peut la mettre à la fois dans son salon, dans sa salle de bain, sur la porte de chez soi. Bref, c'est où vous voulez, comme vous voulez. En tout cas, quel que soit l'endroit, ce petit bout de vinyle vous coûtera quand même 59 €. Alors Sophia, elle regarde là, ça fait... Là, t'as la tour Eiffel qui te sort de la tête, donc c'est pas très... Si vous pouvez décaler sur la... Le lendemain, chez notre couple de petits designers, c'est l'heure de la pause. Ce jour-là, séance photo en compagnie bien sûr de la tour Eiffel, l'un des produits phares de leur petite entreprise de stickers décoratifs. C'est pas mal, j'étais bien dessus. Ah mais moi non. Pas mal. Des photos destinées à la presse, car ce sont les revues de mode et de déco, françaises mais aussi étrangères, qui ont permis à leur petite entreprise de décoller. La tour Eiffel version autocollant chic, un bon plan. Il n'y a pas de droit à payer pour utiliser son image, et en plus, ça fait tout de suite parler de soi. Sophia, tu devais envoyer des exemplaires à Dublin. Hein? Pierre-Yves et Sophia sont légèrement dépassés. Un peu partout dans le monde, des boutiques cherchent à les contacter. Can you write me an email with all your address, complete address and so on, and you tell me the products that you like? La tour Eiffel, une valeur sûre pour se faire connaître à l'international. Résultat, au bout d'1 an, leur chiffre d'affaires atteint 1 million €. Donc là, on est en train d'empaqueter des tours Eiffel pour Dubaï. Ils ont pris des tours Eiffel à paillettes dorées, ils ont pris des tours Eiffel noires. Eux, ils ont un côté assez design et tout, donc ils ont pris ça. Hop! Noir et surtout doré pour ce client du Moyen-Orient, séduit par leur tout dernier modèle, une tour Eiffel qui brille. Ça, c'est notre nouveau modèle de tour Eiffel à paillettes qui scintille. Pourquoi vous n'avez pas fait une tour Eiffel illuminée, par exemple, en sticker? Ah bon, on ne peut pas faire la tour Eiffel qui s'illumine la nuit. C'est un concept qui est déposé par la société qui a fait des lumières de la tour Eiffel. La tour Eiffel de jour, c'est gratuit. Mais à la nuit tombée, dès qu'elle s'illumine, il faut payer. Car cette parure de lumière, ajoutée dans les années 80, est protégée par un copyright. Quand la tour illuminée apparaît sur un produit commercial, dans un film ou une publicité, ça peut coûter jusqu'à 30 000 €. Pour la ville de Paris, un bon moyen de régler la note d'électricité de la tour.